Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce live exclusif, donc sur le thème comment s'insérer professionnellement lorsqu'on vient de finir ses études. Donc on sait qu'être étudiant en 2022 n'est pas chose facile, surtout après le passage de cette crise sanitaire qui a laissé. Alors déjà avant cette crise sanitaire, c'était pas spécialement simple de trouver parfois un stage, une alternance. Mais voilà, elle a laissé des séquelles terribles sur le monde de l'emploi, notamment sur les publics. On aime bien appeler les invisibles ou alors les publics les plus éloignés de l'emploi, les moins bien accompagnés que sont les étudiants. Alors pour ce faire, j'ai décidé d'inviter qui de mieux pour en parler que celui qui est aujourd'hui le secrétaire général, le responsable RH, ressources humaines d'une des plus grosses associations étudiantes de France, étudiants en confinement. Alors qui regroupe actuellement une audience de près de 20 000 personnes sur Twitter. Bon, donc, j'ai l'honneur d'avoir comme invité aujourd'hui parmi nous Antoine Bernard. Antoine, bonjour. Tout d'abord, comment tu vas? Et est-ce que la présentation que j'ai faite de toi est correcte? Bonjour Yevsine, bonjour à toutes et tous. Ça va très bien, je te remercie. Je suis très heureux d'être présent parmi vous toutes et tous pour ce live. Tu as fait une très bonne présentation pour préciser un petit peu. Donc, Étudiants en confinement est une association qui a été créée en fait en fin d'année 2020, au moment du deuxième confinement, en fait, du confinement d'octobre-novembre 2020, donc par Maïssa Inzayem et Estelle Laurence, à qui je fais un coucou si elles passent par là, qui sont aujourd'hui donc présidentes et vice-présidentes de l'association. Effectivement, notre association, comme tu l'as dit, face à finalement à toutes les difficultés que vivent les étudiants dans leur parcours, cette association a été créée en fait pour faire face à ces difficultés-là, parce que c'est des difficultés qui ont été vraiment aggravées en fait par la crise qu'on vit. Donc isolement, détresse psychologique, décrochage accru dans les études, une perte de motivation globale. Et pour faire un lien d'ailleurs avec le sujet de ce live, des doutes aussi, beaucoup de doutes chez les étudiants sur leur place en fait dans le monde étudiant et professionnel. Donc très concrètement, des étudiants qui se sont demandé mais est-ce que ma place est vraiment ici dans ce domaine d'études-là? Est-ce que ces études ou ce domaine sont vraiment faits pour moi? Et donc Étudiants en confinement a été créé en fait dans le but de soutenir moralement les étudiants et face à l'ensemble des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, pour leur fournir une aide substantielle dans leurs études, dans leur parcours. Et comme tu l'as dit, ici, on a notamment une audience sur Twitter qui est à peu près de 20 000 personnes. Donc c'est quand même beaucoup. Et Twitter étant notre réseau social de prédilection, mais on est un peu sur tous les réseaux. On est sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous y rejoindre. L'association, c'est Étudiants en confinement. À titre personnel, donc dans cette association, comme tu l'as dit, Yvsine, je suis donc au bureau de l'association, donc avec Maïssa et Estelle, donc qui sont présidente et vice-présidente. Donc moi, je suis secrétaire général de l'association et responsable des ressources humaines. Et à côté de ça, au-delà de l'association, donc j'ai développé un profil juridique, économique, RH. Et j'exerce aujourd'hui aux ressources humaines du ministère de l'économie, des finances et de la relance, donc à Paris, dans le 12e arrondissement, en tant que chargé de mission RH et juridique. Voilà. Et pour finir cette présentation, je vais quand même bien sûr remercier ma voix pour leur accueil. C'est avec plaisir que je poursuis aujourd'hui dans ma volonté d'aider les étudiants et les jeunes professionnels comme je le peux avec mes atouts pour qu'ils puissent trouver leur voie. Bon, c'est incroyable parce que c'est vrai que pendant le confinement et même le premier confinement et même après, on a beaucoup parlé du public étudiant et qui parfois avait même du mal à se nourrir. On en parlait, c'était des publics où des solutions n'étaient pas apportées en tout cas en premier lieu. Et le fait d'avoir fondé en tout cas cette association, d'avoir cofondé cette association, en tout cas d'être membre du bureau, je trouve que c'est un élan de solidarité qui est vraiment remarquable. Et voilà pourquoi moi c'était vraiment un honneur de t'avoir invité sur ce live et pouvoir parler bien sûr à un public. Alors on parle à tout le monde sur ma voix, on est vraiment inclusif, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'impact sur les 18-34 ans et pas mal d'étudiants aussi qui se cherchent, qui sont entre parfois demandeurs d'emploi ou alors en fin d'études et qui ne savent pas vraiment où se situer. Alors moi, en guise d'introduction, je vais peut-être simuler un parcours. Alors c'est peut-être une partie de mon histoire personnelle, mais que j'ai un petit peu imaginé. Donc je vais refaire une simulation de mon histoire personnelle et me mettre dans la peau de cet étudiant que j'étais il y a 10 ans, en tout cas quand j'ai terminé mon Master 2. Alors, beaucoup d'éléments ont été imaginés, mais c'est simplement que vous puissiez comprendre la situation de beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Grosso modo, moi, j'ai un parcours très généraliste. Bon, j'étais à l'université Paris 1, j'ai fait un master d'économie, puis une école de commerce en M2, mais je ne vais pas forcément raconter mon histoire.
Donc, je vais faire un petit retour de 10 ans en arrière. Donc, je m'appelle Yacine, je suis étudiant en Master 2 d'économie-gestion à la Sorbonne. On est début juillet. Je suis heureux d'apprendre qu'après 5 années de labeur à l'université, je vais enfin d'obtenir ce fameux sésame dont on parle tant, ce Master 2 qui devrait m'ouvrir en tout cas toutes les portes de l'emploi. Parce que oui, je sais que j'ai souffert pendant 5 ans, pendant que d'autres ont déjà travaillé et gagné un petit peu d'argent, mais je le sais que c'est maintenant que je vais avoir de la valeur sur le marché du travail. Je vais enfin pouvoir rattraper ces années perdues, comme n'ont cessé de me le dire mes parents durant toute ma scolarité et les différents professeurs que j'ai côtoyés. Je décide donc de m'octroyer un bon mois de vacances au mois de juillet. Je reviens déterminé début août pour décrocher mon premier job. De ce fait, je suis ultra confiant, hein. J'envoie de nombreuses candidatures, CV, lettres de motivation à des entreprises qui recrutent dans mon domaine. Alors, je décide un petit peu tranquillement de parcourir tous les job boards parce que, premièrement, je me dis qu'au mois d'août, la plupart des gens sont partis en vacances, mais qu'il reste encore des recruteurs, donc j'ai beaucoup plus de chances de retrouver un emploi. Donc, après 2 semaines passées au mois d'août et malgré plus de 50 candidatures envoyées, j'ai aucun retour. Du coup, je désespère pas, hein. Bizarrement, j'essaie de me rassurer avec une petite voix en me disant que c'est parce que c'est le mois d'août et que je ne reçois pas de réponse et que tous les recruteurs sont potentiellement en vacances. Donc j'attends patiemment la rentrée de septembre, je décide de changer mon fusil d'épaule, j'envoie maintenant, on me conseille un petit peu d'envoyer des candidatures personnalisées. Donc j'envoie 2 candidatures par semaine que j'ai pris vraiment soigneusement le temps de bien préparer en identifiant bien ce qui était demandé dans la fiche de poste. J'essaye de trouver un espèce de point commun, un dénominateur commun avec les missions que j'ai exercées, hein, qu'elles soient dans le cadre de stage ou d'alternance. Et j'essaye de faire ressortir ça, en tout cas, dans mes candidatures. Donc, je tente cette méthode pendant 2 mois, sans forcément avoir de retour, mis à part une petite participation à une journée d'information pour un poste de téléconseiller, très loin de mes aspirations initiales. En gros, ma motivation, elle commence à battre de l'aile, je commence à douter, à perdre confiance en moi. Et du coup, mes espoirs de retrouver mon premier emploi s'amenuisent, alors que quelques mois avant, j'avais obtenu mon Master 2 qui devait être connu et reconnu dans le monde du travail. Donc là, du coup, j'ai un problème au niveau de mes finances qui commence à diminuer. Je vois que mes charges s'accumulent parce que j'ai décidé, bien sûr, de prendre un appartement, de quitter chez mes parents parce que je rentrais dans le vrai monde du travail. Et à ce jour, je me rends compte que j'ai aucune rentrée d'argent fixe. Donc, je vois le temps qui défile, je vois pas forcément le bout du tunnel. Je décide de postuler à un job de magasinier entre-temps dans un magasin de mon quartier juste pour, je me dis, subvenir temporairement à mes besoins. Donc, on me propose un petit CDD de 6 mois qui me permet certes de payer mes charges, mais bon, je me plais pas du tout. Je trouve pas forcément de sens à ce que je fais, même si je respecte toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, mais moi, c'est pas la voie que j'avais suivie au départ. Donc, c'est pas forcément pour ça que j'avais signé en rejoignant mes études post-bac. Donc, à l'issue de ce CDD de 6 mois, je décide de pas forcément poursuivre dans ce magasin, mais je me suis toujours intéressé, on va dire, de près ou de loin au métier du digital. Je fais partie de cette génération qui a suivi un petit peu toute cette transformation digitale. Et du coup, on me dit, bah, tu sais que tu peux utiliser ton compte CPF pour te financer une formation. Donc moi, c'est vrai que j'arrête pas de me faire appeler par des conseillers ou par mail ou par téléphone. Oui, votre CPF, mais j'ai jamais vraiment donné suite parce que j'étais dans mes études. Mais je sais qu'il y a le compte personnel de formation qui existe et du coup, je décide de m'intéresser à ça. Pourquoi pas me financer une formation gratuitement et derrière, pourquoi pas avoir un job. Mais le problème, c'est que j'ai 25 ans et que j'ai jamais travaillé en dehors de mes études. Et je commence à mettre mon nez dedans et on me dit que pour avoir du crédit CPF, alors certes, ça me permet de financer des formations gratuitement, mais il faut avoir travaillé peut-être 1 an et demi, 2 ans pour avoir accumulé du crédit CPF. Donc du coup, en fait, je rentre dans aucune case. Donc j'ai jamais travaillé en dehors de mes études. Bon, mis à part 2, 3 boulots saisonniers pendant les vacances scolaires, les grandes vacances. Du coup, je me retrouve dans une espèce d'impasse. Je baisse les bras, je décide de me connecter à ce live d'aujourd'hui, du coup, qui vient se présenter au moment opportun. Donc voilà, je suis un peu peut-être dans votre peau à vous, en se disant, voilà, je viens chercher des solutions. Et donc, on va essayer d'amener des éléments de réponse à la question comment s'insérer professionnellement quand on est étudiant en 2022. Vous l'avez bien compris, on a fait des études post-universitaires, on est sûr qu'on est beaucoup plus employable. Alors là, je ne parle même pas ensuite du salaire pour un poste de junior qui est parfois à peu près au SMIC. Là, je parle déjà de pouvoir retrouver un premier emploi. Alors toi, toi qui es dans la meilleure des situations, Antoine, si je te demande, en tant qu'étudiant, c'est quoi le regard que tu portes sur l'histoire que je viens de raconter? C'est quoi le regard que tu portes sur la recherche d'emploi à la fin de tes études? Alors, comment tu as imaginé ça?
Est-ce que c'est quelque chose dont tu as peur? Est-ce que certains de tes proches, donc des étudiants, de tes amis, étudiantes, t'ont déjà sollicité pour les aider dans cette épreuve ou autre? Est-ce que toi, déjà, d'un point de vue personnel, tu te poses cette question et c'est quelque chose que tu appréhendes? Alors, c'est une question, oui, que je me pose parce que ça va arriver très vite, puisque mon contrat actuel d'alternance se termine en novembre, donc ça va arriver vite. Et oui, ça m'inquiète un peu parce que je pense que comme dans tout dans la vie, on est un peu souvent dans une zone d'incertitude. Même si voilà, je suis relativement optimiste parce que j'ai quelques expériences. Je suis pas voyant, donc je sais pas si je vais trouver quelque chose. Je sais pas si mon optimisme a une vraie assise, je dirais, rationnelle, dans le sens où peut-être que j'ai tort d'être optimiste. Je sais pas à quel point je vais devoir faire des concessions sur mes critères de candidature, parce qu'on a tous forcément des critères et on est peut-être amené à faire des concessions. Donc tout ça, ouais, c'est vrai que ça crée bien sûr chez moi une inquiétude qui contrebalance quand même pas mal l'optimisme que je peux avoir après ma abord. Mhm. Après, je pense que plus généralement, par rapport au monde étudiant que je connais du coup plutôt bien, c'est un sentiment qui est globalement partagé en fait. J'en parlais en introduction. Les étudiants en sortie d'études, en lien avec leur insertion professionnelle, ressentent beaucoup d'anxiété. Et c'est d'ailleurs en lien avec des dispositifs comme Santé Psy étudiant qui sont de plus en plus développés, de plus en plus demandés par les étudiants. Donc il y a une vraie, oui, il y a des vraies angoisses aussi liées à l'insertion professionnelle des étudiants. Et une angoisse qui est aussi liée au fait que beaucoup d'étudiants sont contraints aujourd'hui de ne pas pouvoir poursuivre leurs études, de ne pas pouvoir mener leurs études à terme. On a eu, notamment pendant la crise, on a eu par exemple des mouvements comme étudiants sans master, des choses comme ça sur les réseaux, des étudiants qui ont été par exemple dans des formations de master et qui n'ont été admis dans aucune, donc ont dû arrêter leurs études au bout de 3 ans, quand on sait qu'une licence, ça vaut aujourd'hui plus grand chose sur le marché de l'emploi. Donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui. Les peurs, finalement, elles sont un peu à toutes les étapes du parcours étudiant, en fait, de l'entrée dans une nouvelle formation, puisqu'on ne sait pas vraiment si on va pouvoir intégrer cette formation, à l'insertion professionnelle à la sortie des études, avec parfois en plus des parcours qui ont des spécificités, donc que ce soit des concours à passer, des examens un peu spécifiques, et puis tout ça en passant par des peurs liées à la préparation pendant les études. Donc c'est moins lié à l'insertion professionnelle, mais au moins au niveau de sa formation, est-ce que je me prépare bien aux examens, est-ce que je serai prêt à temps, etc. Et je pense, pour faire un lien avec l'association que je contribue à diriger, on va dire, au niveau du bureau, je pense que face à ces difficultés-là, on a aussi, quand on a la possibilité en fait d'avoir un peu de recul sur le monde étudiant et d'avoir un peu de temps pour comprendre en fait ce que vivent les étudiants, c'est important, je pense, de les rassurer aussi. C'est ce que j'essaye du coup au maximum de faire, c'est ce qu'on essaye de partager aussi avec étudiants en confinement. En fait, on est toujours un peu, c'est compliqué aussi de trouver un juste milieu en fait entre le réalisme et en même temps être positif aussi, parce que le réalisme, c'est de dire que la situation elle est dure, et en même temps il y a aussi des points quand même qui sont positifs, et il y a des choses sur lesquelles il y a des astuces qu'on peut donner aux étudiants, il y a des conseils qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent aller au-delà en fait de l'anxiété, et qu'ils puissent réussir à l'affronter. Je pense qu'il faut être bienveillant en fait et à l'écoute des étudiants, parce que leur parcours est semé d'embûches, leur parcours est difficile, et c'est très difficile de se trouver à un jeune âge en fait, de trouver sa voie. Donc je pense qu'il faut créer du soutien, il faut créer de la solidarité dans le monde étudiant, et dire aux étudiants en fait qu'ils sont pas seuls dans leur face aux difficultés qu'ils vivent. Ouais. Non, c'est hyper intéressant, et moi j'en profite pour dire aussi que ton statut entre guillemets il me fascine. Hein. Je résumerais un étudiant qui parle à des étudiants, et avec Ouais. la maturité et tout le recul que tu as. On a bien échangé déjà avant ce live, et je trouve que tu as un vrai recul sur tout ça. Et c'est pour ça que j'étais fier en tout cas de t'inviter sur ce live. Donc merci en tout cas de nous avoir partagé cette expérience, parce que tu es encore dedans. Alors certes, tu es en fin de cycle, Ouais. mais tu es encore dedans. Donc tu es sur le terrain, tu côtoies des étudiants qui ont plus ou moins de difficultés. Comme on disait, tu as créé cette association pendant le confinement, alors que toi-même tu étais étudiant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à souligner. Et voilà, c'est bien aussi de savoir, de faire connaître à toute l'audience d'aujourd'hui, de se dire voilà, qu'il y a des associations comme la tienne qui existent. On a entendu qu'il y a eu des élans de solidarité qui sont nés un petit peu à droite à gauche, Ouais. mais savoir vraiment identifier ton association. Donc ça s'appelle Étudiants en confinement. Vous pouvez aller les suivre sur les réseaux sociaux, les contacter sur LinkedIn, un peu partout. Et voilà, si vous avez besoin de vous rassurer, des questions, un petit peu un regard extérieur sur la situation. Un soutien moral, voilà, un peu tout. Et c'est gratuit, tu me rassures? Oui, c'est totalement gratuit. Totalement gratuit. C'est important pour les étudiants. Oui, bien sûr. Merci pour tout en tout cas. Et on va essayer d'aborder peut-être un premier thème.
La première chose déjà à savoir lorsqu'on est étudiant, donc on a vu qu'on n'est pas seul dans cette situation parce que parfois on se sent isolé, on se sent seul, on se dit qu'on peut avoir le syndrome pas de l'imposteur, mais de se dire voilà, finalement je vaux rien, on perd confiance en soi et on se rend compte que quand on échange avec d'autres personnes un petit peu du même registre, on se dit que bah voilà, on n'est pas seul, on rencontre les mêmes difficultés, donc c'est important d'en parler premièrement, notamment avec l'association d'Antoine. Et alors même quand ça se passe bien dans le cadre d'un cursus universitaire, quoi qu'il en soit de fait, on n'a pas forcément d'expérience professionnelle. Au mieux, on a un stage un peu comme Antoine en alternance, ou alors on a participé à des petits stages de 2-3 mois ou un contrat en alternance. Mais au pire, on a suivi un parcours d'études classiques et mis à part des petits jobs à droite à gauche pendant les vacances scolaires qui n'ont pas forcément de lien avec notre cursus universitaire, on n'a pas grand-chose à dire. Donc la première chose qui est primordiale quand on n'a pas d'expérience professionnelle, c'est de miser sur d'autres atouts. C'est là que vous allez vous dire, mais sur quel type d'atout moi, si j'ai 22 ans, je viens de finir mon BTS, j'ai envie de travailler, ou si j'ai 25 ans, je viens de finir mon Master 2, ou peu importe quel diplôme, une formation plus ou moins longue, je vais parler de quoi, moi, au recruteur Je dois trouver mon premier job, comment je vais faire la différence, je vais parler de quoi, je n'ai pas d'expérience professionnelle, et on va me demander. Donc, vous avez 25 ans, vous êtes potentiellement catégorisé, je vous le dis, comme un profil junior, et il n'y a rien de péjoratif à ça pour une boîte ou une start-up, et il est évident qu'on ne va pas vous demander d'avoir accumulé, le recruteur en est conscient, sur un profil junior, on ne va pas vous demander d'avoir accumulé 5 ans d'expérience auparavant, vous devez donc miser sur d'autres atouts. Mais les atouts, du coup, c'est quoi? Alors, je vous ai mis un petit sondage, juste avant de vous en parler. Est-ce que vous le voyez? Mis à part les questions que je vous ai déjà, pour tous les gens qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à répondre aux questions dans l'onglet sondage en bas à droite. Mais il y a une question particulièrement qui m'intéresse, c'est celle que je viens de publier. Justement, en parlant de soft skills, est-ce que vous savez ce que ça représente concrètement? Est-ce que pour vous, c'est des compétences qui sont liées à votre savoir-être? Est-ce que c'est des compétences en général? Est-ce que c'est des compétences dans le digital? Ou est-ce que c'est ce que vous savez faire concrètement? Autrement dit, le savoir-faire. Je vous laisse répondre à la question. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, vous pouvez participer. Nous, il n'y a aucun jugement de valeur chez Ma Voix. C'est vraiment pour savoir où vous vous situez. Donc, pour la plupart, vous nous dites des compétences qui sont liées à votre savoir-être. Bon, je ne vais pas faire de... effectivement, c'est la bonne réponse. Voilà, c'est tout ce qui est lié à votre savoir-être, à ce qu'on appelle vos compétences transversales, mais disons plus comportementales, relationnelles. C'est un peu tout ça. On va chercher d'abord à mettre justement en avant ces soft skills, ces fameux soft skills. En réalité, c'est ce qui correspond à vos expériences de vie, pas forcément d'études, que ce soit dans le cadre de stage ou de bénévolat ou même d'expériences privées. Je vous prends l'exemple d'une jeune fille qui a 25 ans, qui a fait du babysitting durant ses années lycée et un peu à l'université. Elle se dit, j'ai aucun intérêt, moi, à mettre ça sur mon CV. Je suis en train de postuler pour un poste de chef de projet en marketing digital. Ça n'a pas du tout intéressé le recruteur que je dise que j'ai gardé Soraya pendant 2 ans, de 2 ans à 4 ans. Voilà, et détrompez-vous. Aujourd'hui, on a vraiment changé complètement le recrutement. Il y a une vraie transformation du recrutement du monde du travail. Alors déjà un petit peu avant la crise sanitaire, mais encore plus depuis la crise sanitaire. On sait que les gens maintenant sont vraiment en quête de sens, de projet. Et aujourd'hui, un recruteur, alors ça va peut-être vous paraître surprenant, mais il va davantage chercher à recruter une personnalité, un profil, plutôt qu'un CV. Certes, le CV, c'est le premier point de contact. Ça permet de savoir un petit peu les grandes lignes sur vous. Mais il va chercher à savoir, voilà, si vous êtes en phase avec la culture de l'entreprise, est-ce que ça va, comme on dit, fitter entre vous et l'équipe, etc. Donc, lorsque vous avez fait du babysitting, forcément, alors vous le faites de manière naturelle et pour avoir un job à côté, mais vous avez forcément développé des compétences. Alors, notamment la résistance au stress. C'est pas facile de garder un enfant en bas âge, de la rigueur, du sérieux, parce qu'on a tendance souvent à dire dans les lettres de motivation, je suis rigoureuse, sérieuse, ponctuelle. Donc on met tout ça, autant vous dire qu'un recruteur, maintenant, il regarde même plus ça parce que c'est vu et revu. Mais par contre, si vous dites que vous êtes quelqu'un d'assez rigoureuse, à qui on peut confier des responsabilités, justement en illustrant ça par le fait que vous avez gardé un enfant en bas âge pendant 2-3 ans, là, ça a beaucoup plus de sens. Donc, c'est un peu ça, les soft skills. Et maintenant que vous connaissez un petit peu cette définition des soft skills, je vais vous donner un exercice simple pour identifier les vôtres.
parce que vous allez me dire, oui, mais moi, du coup, j'ai compris un peu le concept, mais c'est quoi mes soft skills? Je vais vous donner un petit exercice, mais vraiment très simple. Le mot exercice, d'ailleurs, il n'est pas forcément bien adapté. Je vais vous donner un parcours qui s'appelle Job Ready, que je vais vous mettre dans le chat tout de suite, et qui vous permet, en répondant à des questions simples, en fin de parcours, de pouvoir justement faire ressortir ces soft skills. Donc, vous notez bien le lien, là, vous le mettez de côté, vous le ferez après ce live. Mais voilà, en fait, vous allez répondre à des questions simples et en fin de parcours, on va justement ressortir vos soft skills. Alors, ça peut être capacité de communication, résistance au stress, capacité d'adaptabilité, comment dire, pouvoir être source, je cherche le mot de force de proposition, toutes ces choses-là. Et justement, vous allez, si vous avez par exemple un profil LinkedIn, vous allez pouvoir obtenir des open badges à la fin de ce parcours. Et ces open badges, vous allez pouvoir les insérer sur votre profil LinkedIn. Donc, si vous voulez à candidature égale, votre profil va forcément beaucoup plus ressortir, notamment si le recruteur est face à 2 profils juniors qui sortent d'école ou ce genre de situation. Vous avez aussi la possibilité de mettre justement ces soft skills sur votre CV, qu'ils soient papier ou numérique. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller regarder ce parcours qui s'appelle Job Ready. C'est un parcours qui est gratuit, qui vous permet de mettre en avant justement ces soft skills. Je tiens aussi à préciser, parce que c'est important, qu'aujourd'hui, dites-vous bien, alors vous entendez ça peut-être un petit peu partout depuis quelques temps, depuis cette crise, on assiste à une véritable transformation du monde du travail, et ce ne sont pas que des mots, et donc forcément du recrutement. Si je vous disais juste avant que les recruteurs s'intéressent beaucoup plus à une personnalité, à un profil qu'à un CV, c'est la réalité. Aujourd'hui, on sait que la plupart des collaborateurs qui postulent ne vont pas rester longtemps s'ils ne trouvent pas de sens à leur travail, s'ils ne trouvent pas une bonne équipe, des personnes en phase avec leurs valeurs. Donc oui, on va regarder le savoir-être, le savoir-faire, pardon, mais également le savoir-être, la personnalité. On va passer plus de 8 heures par jour sur une semaine, alors télétravail ou pas, mais avec un collaborateur, autant bien s'entendre avec, autant regarder ce qu'il peut apporter de manière extra-professionnelle à l'équipe, est-ce qu'il va se fondre dans la culture de l'entreprise. Toutes ces choses-là qui paraissaient avant pas du tout prioritaires, le sont maintenant beaucoup plus. Et le fait, alors vous allez me dire pourquoi on envoie son CV, pourquoi c'est important. Alors oui, c'est important le CV, mais voilà, ça permet simplement de savoir est-ce que vous avez 18 ans, est-ce que vous avez 30 ans, est-ce que vous habitez en Île-de-France, est-ce que vous habitez en Dom-Tom, en Guadeloupe, est-ce que vous êtes dans le fin fond de la Creuse, est-ce que vous êtes en Corse. Voilà, ça permet rapidement de faire un scan pour le recruteur et de se dire, voilà, est-ce que je peux lui proposer en tout cas un entretien pour justement, est-ce qu'il n'est pas trop loin de mon entreprise, etc. Toutes ces choses-là, qui sont un peu les à côté. Si je vulgarise un petit peu, le CV, en réalité, c'est votre fiche produit. J'ai échangé sur un ancien live avec France Anne qui nous disait que voilà, et pour le coup, c'est une belle illustration de se dire, voilà, une fiche produit, ça a des caractéristiques, et bien votre CV, c'est vos caractéristiques. Si je rappelle une statistique qui est quand même intéressante, qui certainement va vous parler, on sait aujourd'hui qu'un recruteur, il passe en moyenne seulement 35 secondes sur un CV qui lui plaît. Je dis bien sur un CV qui lui plaît. Donc, à qui il va donner une suite. Alors, ça ne veut pas dire forcément que le jeune sera recruté, mais en tout cas qu'il va donner un premier entretien. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui veulent faire et parfaire leur CV, donc pour ceux qui ont vraiment aucune idée de faire un CV, je dirais un peu plus moderne, je vais vous proposer un parcours qui s'appelle CV Designer. Alors, je vais vous le mettre tout de suite en partage d'écran, histoire de vous expliquer très rapidement à quoi ça vous donne droit. Alors, il y a une grosse partie du site qui est gratuite. Je pense que vous voyez. Ouais. Alors, je vais vous mettre d'abord tout de suite dans le chat le nom du site. Comme ça, vous pouvez regarder tranquillement après ce live. Alors voilà, grosso modo, sur CV Designer, vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas fait de CV et qui se disent « Waouh, je vois ces types de CV sur LinkedIn passer. Moi, je ne suis pas designer, je ne suis pas graphiste et je n'ai pas forcément les fonds nécessaires pour payer quelqu'un pour me faire ça. » Et bien, vous avez des outils gratuits qui existent aujourd'hui. Vous voyez, vous avez plusieurs types de modèles. Le pro, le classique, le design. Alors, il y a des CV payants, mais la plupart sont gratuits. Vous pouvez créer votre CV, vous avez des templates, des modèles. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Vous avez différents types de CV, vous avez, je vais vous montrer très rapidement, si vous le voulez sur une colonne, 2 colonnes, plutôt colorées, plutôt professionnelles, ou alors pour d'autres personnes qui sont plus réservées, plus minimalistes. Après, en même temps, tout dépend du secteur pour lequel vous postulez. Si ce sont plus des postes créatifs dans la publicité, la communication, je pense qu'on va devoir
pas être excentrique, mais peut-être privilégier un CV plus coloré, avec une photo peut-être plus sympa. Après, voilà, si vous êtes dans la finance, la banque, peut-être quelque chose de plus sobre. Donc, je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais voilà, allez jeter un coup d'œil. C'est un site qui vaut vraiment le coup. Il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui. CV Designer fait partie d'un de ces outils qui sont, pour le coup, très intéressants pour avoir un CV actualisé, disons. Alors, il y a des questions aussi qui sont fondamentales à se poser. Le recruteur, il va chercher à découvrir qui se cache derrière ce bout de papier. Je vous disais juste avant que oui, le CV, c'est le premier point de contact, c'est la première porte d'entrée, mais le recruteur va chercher à savoir quelle personnalité vous avez. Alors, ça va passer peut-être par la lettre de motivation, mais pas que. Il va se poser très machinalement, très naturellement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la croissance de l'entreprise. Au vu des éléments que vous nous avancez sur votre CV, est-ce qu'on pense que vous allez réussir à vous fondre dans la culture de l'entreprise, dans l'équipe qui est déjà en place? Toutes ces questions, elles sont aujourd'hui essentielles pour le recruteur parce que avoir une personne aussi qui est adaptée à la culture, qui arrive à se fondre dans la culture de l'entreprise, forcément pour lui, ça signifie avoir une meilleure croissance, une meilleure productivité des différents départements de l'entreprise. Et donc, justement pour ça, rien de mieux que de mettre en avant ces soft skills. Plutôt que de dire, voilà, je suis rigoureux, je suis ci, je suis ça, autant l'illustrer avec des expériences qui font de vous, qui illustrent en tout cas votre parcours. On a beaucoup de jeunes aussi qui se connectent sur ma voie et qui nous disent, voilà, moi, alors pas forcément des étudiants, hein, mais qui nous disent, voilà, moi j'envoie 400 candidatures, alors j'exagère un peu, hein, mais j'arrête pas d'envoyer des candidatures, j'ai jamais de retour, pourtant, voilà, je fais des belles lettres de motivation, des beaux CV, voilà. Alors, on nous dit aussi qu'ils sont conseillés par des experts de l'emploi et qui pensent avoir mis tous les atouts de leur côté, toutes les chances de leur côté pour justement répondre à ce qui est demandé pour pouvoir postuler. Toi, de ton côté, Antoine, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu postules un vrai job, hein, une alternance ou un job d'été ou un stage, en envoyant des dizaines de candidatures et qui restent sans réponse? Ou alors, tu as le fameux mail classique, malgré l'intérêt de votre candidature, nous gardons cette candidature dans notre base de données et nous vous recontacterons bien sûr sans faute s'il y a un poste s'ouvre, on pensera qu'à vous, quoi. Est-ce que tu as déjà envoyé des candidatures comme ça? Si oui, comment tu as réagi? Est-ce que tu as des personnes de ton entourage qui se sont retrouvées dans cette situation où voilà, tu restes sans réponse, tu sais pas qu'est-ce qui va pas en fait? Ouais, le fameux mail, effectivement. Oui, bah oui, ça m'est déjà arrivé, je pense, comme énormément de personnes qui recherchent un emploi ou un job étudiant ou n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé. Alors, pas pour mon premier stage, parce que mon premier stage, c'était un stage de 8 semaines. Ce sont les fameux stages non rémunérés. Donc, forcément, les entreprises sont un peu plus ouvertes aux candidatures. Donc, j'ai pas eu ce problème-là pour mon stage de fin de licence. Cependant, pour ma première alternance, donc, qui a commencé l'année dernière, donc en septembre 2020, j'ai en effet été pas mal contraint de multiplier comme ça les candidatures, comme tu as dit, parce que beaucoup de retours négatifs, votre profil sera intéressant, mais etc. etc. Ou alors des entretiens, mais qui ne se sont pas soldés par une candidature retenue. Et j'ai finalement eu une réponse quelques semaines avant la rentrée en master, mais effectivement, oui, j'ai ressenti j'ai un peu vécu cette angoisse-là de recevoir ce fameux mail. La première réaction, la plus intuitive pour moi, ça a été simplement un peu la panique, hein, en fait. C'est-à-dire de se dire, si je vais pas à cette alternance, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais quand même dans ce master-là en me disant que je peux faire un long stage à la fin du master 2? Est-ce que j'arrête tout? Enfin voilà, c'est la première réaction la plus intuitive, c'est ça, c'est la panique, de se dire un peu qu'est-ce que je vais devenir, au moins sur le court terme. Ouais. Et puis après, je dirais que au bout de quelques jours, voilà, on souffle un peu, on raisonne, on discute éventuellement avec ses proches qui nous rassurent aussi. Et puis, je dirais qu'après, la meilleure réponse qui peut arriver, même si c'est facile à dire, justement, c'est de ne pas paniquer et essayer justement, comme certains dispositifs d'ailleurs que tu as pu mentionner, peuvent le permettre, de comprendre en fait ce qu'on peut améliorer pour accroître ses chances. Donc finalement, c'est se demander est-ce que ma lettre de motivation est vraiment efficace? Est-ce que son contenu est adéquat? Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être est-ce que mon CV valorise suffisamment bien mon profil? Est-ce que ma posture aux entretiens peut être améliorée? Enfin, toutes ces questions-là, je pense que c'est important de se les poser quand on arrive dans une situation où on n'a pas de retour. Et je pense que sur ces éléments-là, avoir voire plusieurs regards extérieurs, c'est important.
Personnellement, c'est ce que j'avais fait. J'avais envoyé CV, lettre de motivation à un proche qui est amené à en lire, et puis aussi à des professionnels des RH. Alors c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai la bonne position, puisque mes collègues, anciens collègues ou professeurs sont de potentiels recruteurs. Donc forcément, j'ai effectivement cette chance-là, mais je pense que chacun peut trouver un peu autour de lui des gens qui peuvent lui faire un retour, donner un regard extérieur en fait sur CV, lettre de motivation. Et puis également une autre réaction, j'en parlais tout à l'heure, finalement, c'est faire des concessions sur sa recherche. Alors c'est pas idéal, on va pas se le cacher. Si on a des critères dans sa recherche d'emploi, de job, d'alternance, c'est pas pour rien. Mais pour illustrer personnellement, au départ, je voulais donc faire une alternance donc en ressources humaines assez généraliste, un peu type administration du personnel, un petit peu touche à tout. Et je cherchais dans un périmètre de, on va dire, maximum 30 minutes de trajet de chez moi à peu près. Et j'ai décidé de faire des concessions, donc en élargissant au poste, certes, RH, enfin ressources humaines généralistes, mais aussi sur des postes de chargé de recrutement. Donc voilà, j'ai cherché sur ces 2 postes-là. Et puis, j'ai décidé d'élargir à la périphérie lilloise, puisque j'étais à Lille. Donc au départ, je cherchais vraiment que à Lille. Et puis, je me suis dit, allez, je vais un peu élargir. Tant pis, ça sera peut-être un peu long pour y aller, le cas échéant, mais voilà. Et finalement, ça s'est soldé que j'ai trouvé une super alternance, donc à Seclin, pour ceux qui connaissent un peu Lille et périphérie. Donc c'est un peu au sud de Lille, c'était à peu près à 40 minutes de chez moi. J'habitais à Lille même. Et c'était une super alternance, j'ai beaucoup appris, c'était vraiment une bonne expérience. Donc comme quoi, faire des concessions, parfois ça peut mener, ça peut mener à des bons résultats. Après, ceci dit, je veux quand même faire une alerte sur quelque chose, ça me semble important de le dire, que ce soit en tant qu'avec la casquette RH, avec la casquette étudiant, avec un peu toutes les casquettes, c'est faites attention à ce sur quoi vous faites des concessions. Ça va faire un peu peut-être cliché entre guillemets ce que je m'apprête à dire, mais je cesserai de le dire, et je pense que le jour où je passerai plus ce genre de message, il faudra que mes proches tirent un peu la sonnette d'alarme, parce qu'il y aura un problème chez moi. J'encourage vraiment à ne pas faire de concessions sur vos valeurs, sur vos principes, sur votre santé, sur toutes ces choses-là qui sont vraiment primordiales. Si une entreprise ne correspond pas à vos valeurs, par exemple, ou si vous sentez que au niveau des conditions de travail, ça peut être quand même néfaste pour votre santé, je vous encourage vraiment pas à accepter. Alors, encore une fois, je nuance parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je sais que, par exemple, dans le cadre de job étudiant, il y a des étudiants qui sont plus ou moins contraints d'accepter un peu tout et n'importe quoi pour pouvoir payer leur loyer, quoi. Donc, il y a toujours la pratique qui se confronte comme ça au principe. Mais voilà, moi, je vous encourage effectivement, bien sûr, à ne pas déroger à vos valeurs, à votre santé. Faites-y attention, parce que c'est une chose auquel vous devrez toujours faire attention, en fait, avec un job ou sans job, quoi. Donc, voilà. Non, mais c'est important. Tu disais surtout alors dans la peau d'un vrai travailleur qui a un peu plus d'expérience aussi, mais d'un étudiant qui cherche, qui a je dirais son poste, son stage, son alternance rêvée, et qui se rend compte au fil des semaines que du coup qu'il n'a pas forcément de retour. Alors il peut ou changer complètement de secteur, ou comme tu disais, élargir un petit peu tes premiers vœux en fait. Ouais. T'as la solution A, t'as la voie A et t'as la voie A', quoi. Ouais. Ce serait de dire ça un petit peu, mais oui, à terme, en tout cas, c'est vrai que c'est pas facile pour un étudiant qui cherche absolument un stage, une alternance pour valider, par exemple, au-delà de ça, son master. Il y a vraiment cette pression-là aussi de se dire, j'ai pas fait tout ça pour rien, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on laisse parfois aux étudiants jusqu'en septembre, octobre maximum pour trouver leur alternance, leur entreprise. C'est court, ouais. Voilà. On part sur l'année sabbatique. Qui dit année sabbatique dit perte de motivation, dit qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Est-ce que je me retrouve un peu dans ce funnel-là où je me remets à chercher à partir de janvier, et du coup, je me pose plein de questions. Est-ce que j'ai choisi le bon secteur, etc., etc. Et justement, pour revenir à ce que tu disais, Antoine, sur le côté mission de vie, valeur, ne pas entre guillemets, se travestir, il y a un parcours sur ma voie qui s'appelle Bonjour Sophie. Alors, ça peut paraître un peu démago comme ça, un peu gneugneux quand je vous dis ça, mais ça va vous aider en fait à découvrir votre mission de vie. Alors moi-même, pour vous dire, quand je l'ai testé, je me suis dit, bon, c'est encore un truc, voilà, c'est un parcours ou pour faire de l'argent, ou pour… Alors pas du tout, c'est un parcours gratuit. Et pour le coup, pour l'avoir fait, ça m'a beaucoup appris des choses sur moi, parce que l'exercice, je crois que le plus difficile, c'est vraiment savoir parler de soi. On sait parfois faire beaucoup de choses, et quand on me dit voilà, mais qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimerais faire, et ben là ça part
ou ça reste un blanc, ou alors ça part dans tous les sens et on a tendance à se disperser. Parce qu'on ne sait pas si ce qu'on aime personnellement, ça peut être lié au travail ou pas. Est-ce qu'on parle d'activité professionnelle ou extra-professionnelle? Est-ce que nos passions, nos hobbies peuvent être liés aussi à notre boulot? Il y a plein de questions qui nous traversent l'esprit. Et justement, ce parcours que je viens de vous mettre dans le chat, qui s'appelle Bonjour Sophie, vous le regarderez, c'est un parcours gratuit. Il va vous aider justement peut-être à mettre plus en lumière votre parcours et votre mission de vie. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ça. Voilà, je fais quand même une petite parenthèse. Alors, je ne sais pas parmi tous les participants qui sait déjà ça ou pas, mais je préfère quand même le rappeler et le dire, même si ça peut paraître un peu bateau, mais privilégier vraiment la qualité des candidatures à la quantité de celles-ci. Et c'est quelqu'un qui est passé par là qui vous en parle. Moi, il m'est arrivé d'envoyer, il y a quelques temps de ça, pas mal de CV pour trouver un job en changeant parfois le nom d'entreprise. Ça se voit à 100 km. Faites pas ça. Regardez plutôt des entreprises dans lesquelles vous avez envie de travailler, postulez à raison de 1 ou 2 candidatures par semaine et ça va se ressentir tout de suite sur votre candidature. Il n'y a rien de plus énervant pour un recruteur que de voir un... Alors n'oublie pas que c'est un recruteur, il reçoit des centaines de CV par jour et les modèles tout faits qu'on trouve sur Internet, c'est vu et revu et le recruteur, ça lui saute aux yeux. C'est son métier, c'est son quotidien, c'est son job. Rien de plus énervant pour lui que de voir une espèce de copier-coller où on s'est contenté de seulement changer les coordonnées de l'entreprise pour laquelle on postule avec un premier paragraphe qui est un peu généraliste et où on va juste modifier et on va noter quelques fiches de poste, quelques missions pour comprendre qu'on a personnalisé la candidature. C'est pas ce que je vous conseille. Moi, je vous conseillerais plutôt de cibler 2-3 entreprises dans lesquelles vous avez vraiment envie de travailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre candidature, ça va se ressentir tout de suite. On va sentir que vous parlez avec votre cœur, avec vos tripes, et par ces mots-là que vous allez du coup plus dans la lettre de motivation, le recruteur va tout de suite sentir que vous êtes vraiment aligné avec les valeurs de l'entreprise et que vous en avez compris son fonctionnement. Plutôt que de faire une lettre de motivation, alors je ne vous dis pas de ne pas faire de lettre de motivation, hein, faites-la, mais c'est un conseil d'expérience que je vous donne. Ne respectez pas forcément le cadre, le modèle. Vous, moi, vous et nous, quoi. C'est un peu bateau. Alors, vous pouvez le faire de cette façon, mais je veux dire, sortez un petit peu des sentiers battus, faites quelque chose d'original. Par exemple, tentez l'approche sur j'ai vu dans l'actualité que vous aviez levé 100 millions, vous avez fait une levée de fonds de 100 millions. Par exemple, en termes de stratégie, c'est par rapport à quoi? Est-ce que vous seriez intéressé qu'on en parle lors d'un entretien? Le projet de votre entreprise me plaît. J'aimerais bien savoir s'il y a des enjeux possibles, une façon de travailler ensemble, de collaborer ensemble. Ça, vous arrivez tout de suite. Alors, vous n'êtes pas rentré par la porte, vous êtes rentré par la fenêtre, comme on dit, mais en tout cas, ça, pour le coup, c'est une prise de contact qui est pour le moins originale et forcément, ça va attirer l'attention du recruteur. Il va se rendre compte que vous suivez son actualité, que peut-être que l'entreprise a fait une tribune quelque part. Il se dit, en fait, il est vraiment intéressé par la boîte, il suit son actualité. Et lui, ce qui l'intéresse chez nous, et d'ailleurs, il ne me dit pas qu'il est intéressé partout, il me dit que voilà, il aimerait discuter avec moi de la stratégie, du déploiement de l'entreprise, peut-être à l'international ou quoi, que sais-je. Mais voilà, en fait, lui, il a l'impression là de même pas faire un entretien de recrutement, mais plutôt de discuter avec quelqu'un qui s'intéresse à sa boîte. Et de là, de fil en aiguille, vous pouvez partir sur l'offre d'emploi et la possibilité de proposer votre candidature. C'est une façon de faire. Vous pouvez aussi tenter de candidater via des candidatures spontanées, sans forcément répondre à une annonce d'emploi publiée. Pourquoi? Parce que ça, premièrement, ça démontre que vous avez un réel intérêt pour l'entreprise et pour les valeurs qu'elle véhicule. Parce que quand vous répondez à une offre d'emploi, oui, le recruteur va recevoir plein de candidatures, plein de CV, de lettres de motivation qui répondent précisément à cette fiche de poste. Vous faites un petit peu autrement. Vous préparez, par exemple, c'est ce que j'ai fait, que j'ai déjà testé, je vous assure que ça fonctionne. Vous pouvez préparer un petit document de votre compréhension des enjeux de l'entreprise et ça donnera forcément envie aux recruteurs de vous proposer un temps d'échange. Pourquoi? Parce que vous vous intéressez à ce qu'ils font. Vous ne proposez pas votre candidature bêtement comme ça, vous envoyez simplement en pièce jointe, par exemple, votre CV et un petit doc à côté. Alors, ça peut être une présentation PowerPoint, les enjeux, la compréhension de vos enjeux de l'entreprise et vous, ce que vous suggérez. Forcément, que vous soyez aligné ou pas, ou alors que vous correspondiez à ces objectifs ou pas, le recruteur aura envie d'échanger avec vous, de discuter avec vous pour savoir qu'est-ce qui vous a amené ici. Donc, c'est vraiment, pour le coup, je vous dis, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment pour l'avoir testé. Vous aurez une réponse, alors même négative, hein, mais en tout cas, vous aurez une réponse par rapport à votre curiosité. Sur ça, ne lésinez pas sur les moyens, c'est vraiment
pour l'avoir testé, quelque chose qui fonctionne. Après, je vais vous donner un autre tips qui fonctionne également. Alors là, c'est beaucoup plus original, c'est beaucoup moins connu, mais le processus de se porter bénévole, par exemple, pour une mission d'entreprise, ça plaît beaucoup et ça vous permet de rentrer par un autre, d'un autre côté, aussi une façon pour vous de connaître le fonctionnement interne de l'entreprise, sans forcément devoir se mouiller à s'engager. Le principe, il est simple. Il y a des plateformes aujourd'hui de bénévolat qui existent. Vous proposez vos services bénévolement, je dis bien bénévolement, pour assister l'entreprise dans une de ses missions. Et après, du coup, ça va vous permettre, après coup, de postuler sur un des postes qui sera proposé. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, quand on est étudiant ou quand on est en fin d'études, on a besoin de travailler. Je n'ai pas forcément le temps, moi, de proposer gratuitement mes services. Écoutez jusqu'à la fin. Je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose d'assez qui plaît aux entreprises et vous n'allez pas forcément donner beaucoup plus de temps que ça. Alors, ça va vous permettre 2 choses. Déjà, le fait de pouvoir postuler à une entreprise en tant que bénévole, vous aurez un retour déjà super rapide et ça va vous permettre de voir le fonctionnement interne de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des plateformes de bénévolat qui existent, je vais vous montrer juste après. En tout cas, les entreprises répondent beaucoup plus facilement à quelqu'un qui se porte candidat pour une mission de bénévolat qu'à quelqu'un qui envoie son CV et sa candidature pour un poste. Donc, ça va vous permettre déjà, vous en interne, si vous êtes pris, entre guillemets, recruté en tant que bénévole, ça va vous permettre de découvrir le fonctionnement interne de l'entreprise et savoir si vous avez aussi, de votre côté, envie ou pas de rejoindre le groupe. Est-ce que ce qui était stipulé dans l'offre d'emploi que vous avez vu du coup à côté et l'offre de bénévolat, est-ce qu'une fois que vous intégrez l'équipe, vous vous rendez compte que est-ce que c'est la réalité ou alors on est sur toute autre chose. Et ensuite, la deuxième chose, ça va vous donner forcément la priorité sur les offres d'emploi qui vont être publiées. On a toujours plus envie de travailler avec quelqu'un que l'on connaît et qui nous a aidé bénévolement sur une période de temps et qu'on apprécie, plutôt qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis ça allège forcément le processus de recrutement. Je vais vous prendre un exemple très simple. Antoine, qui intervient, un exemple, bénévolement pour ma voix. Forcément, moi j'ai créé une affinité avec Antoine, il nous a aidé sur des projets, etc. Si derrière, moi je recherche un profil pour pouvoir accompagner les jeunes, pour un profil de quelqu'un qui a peut-être une expérience plus ou moins de RH, je vais peut-être d'abord me tourner vers Antoine, je sais qu'il arrive en fin d'alternance, pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans le futur, avant éventuellement de publier une offre d'emploi. Et je vais vous montrer également, je vais vous faire un partage d'écran, je vais vous montrer concrètement comment ça se traduit. Ça va peut-être vous parler un peu plus. Alors, je vais vous emmener sur une plateforme de bénévolat. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Donc, voilà. Cette plateforme, elle s'appelle Je veux aider. Alors, il y en a d'autres. Hein. Vous avez Bénévolte, vous avez pas mal de plateformes. Vous avez Make Sense aussi qui le fait un peu. Vous avez France Bénévolat. Vous pourrez regarder sur Internet, mais je vous prends un exemple très simple. Là, j'ai mis une mission. Voilà, si vous faites des études de droit, vous voulez aider, donc bénévolement. Donc, il n'y a aucune rémunération en échange. Vous pouvez mettre la ville, le domaine. Moi, j'ai mis juridique. Je vais cliquer sur, voilà, je vais mettre, voilà, APF France Handicap. Je sais que cette mission est, voilà, je peux aider une demi-journée par semaine. Vous voyez, c'est pas long. Ça permet aussi de connaître l'équipe, d'être en totale immersion dans l'entreprise. Qu'est-ce que je vais faire une fois que, alors là, c'est à Saint-Étienne, hein, mais vous pouvez géolocaliser. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je vais aller sur LinkedIn. Je vous donne une petite méthode, par exemple. Une fois que vous avez un petit peu aidé cette entreprise de manière bénévole, vous allez aller sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, je vais sur la page de, donc là, je pense que vous voyez, sur APF France Handicap. Qu'est-ce que je fais? Je suis ici, donc je vais dans Offre d'emploi et je vois du coup, il y a un problème est survenu. Alors, on va le refaire. APF France Handicap. Dites-moi dans le chat hein, si vous ne voyez pas, je pense que c'est bon. Et vous avez la possibilité, donc sachez que LinkedIn, c'est un réseau, mais c'est une mine d'or hein, pour trouver des annonces d'emploi. Plutôt que de faire que les job boards, vous pouvez faire un super CV, un profil LinkedIn, du coup, et ajouter par rapport au parcours qu'on a vu, Job Ready, les soft skills. Ça va vous permettre de mettre justement des open badges. Donc là, vous avez offre d'emploi. Bon, je pense que c'est parce que je suis en live que ça ne fonctionne pas. Vous avez compris le principe. Le gros, je vous l'ai montré. Vous allez sur une page d'entreprise.
vous avez juste ici, donc vous avez toutes les infos, et vous avez également offre d'emploi. Et vous allez voir toutes les offres d'emploi qui sont publiées. Et à ce moment-là, une fois que vous avez aidé l'entreprise dans une de ces missions, elle sera ravie de pouvoir vous proposer cette mission. En tout cas, si vous manifestez l'envie en se disant, voilà, j'ai vu aussi que, une fois que vous êtes en interne, hein, j'ai vu aussi que vous avez cherché un poste de business développeur dans le cadre d'une mission. Est-ce que vous pensez que je peux porter ma candidature? Bah forcément, vous avez connu peut-être la RH, vous avez connu peut-être les personnes du département de l'entreprise qui s'en occupent. Forcément, vous avez un coup d'avance. Voilà, je pense que ça, on est dans le concret. Toi, de ton côté, Antoine, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux étudiants qui sont en fin d'études et qui cherchent un emploi, vers qui se tourner? Quelle technique tu leur donnerais? Comment toi, tu verrais la suite des choses, sachant que toi, tu es pas loin d'être dans cette situation. Ouais, je suis pas loin d'être dans cette situation, effectivement. Alors, il y a beaucoup en fait de conseils qu'on pourrait donner, mais j'aimerais moi insister sur. Enfin, j'aime bien en général quand je réponds à ce type de questions, focaliser sur un point dont je trouve on parle trop peu à mon sens. Ouais. J'entends un peu partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille, enfin un peu partout, qu'il faut savoir se vendre pour trouver un emploi. On entend beaucoup cette expression-là. Bon, déjà, au-delà du fait que j'aime pas trop le sens qu'il y a derrière cette expression, ce côté un peu marchand, au-delà de ça, moi je préfère dire qu'il faut apprendre à valoriser son profil, à valoriser son parcours. Et je distingue ça en général en 4 points. Je définis ça un petit peu concrètement en 4 points, donc que je vais exposer successivement. Ouais. Donc apprendre à valoriser son parcours, c'est en premier lieu, savoir parler finalement avec aisance, avec précision de ses expériences scolaires et de cas échéant, si vous en avez bien sûr, professionnelles. Donc des enjeux que vous pouvez avoir saisis sur un secteur d'activité, sur le futur d'un secteur d'activité, des connaissances, des compétences que vous avez développées, des savoir-être comme tu en parlais tout à l'heure, des missions si vous avez eu des expériences professionnelles, etc. Et savoir montrer en fait en quoi ces expériences vous ont apporté, notamment bien sûr en ce qui concerne les expériences qui sont directement liées forcément aux missions que vous convoitez. Ouais. Mais voilà, savoir justement se poser ces questions-là et pouvoir mettre vraiment en avant ce que vous avez fait concrètement. Donc ça, bien sûr, je dirais que c'est plutôt évident. Le deuxième point, je dirais que valoriser son parcours, c'est savoir finalement tirer profit et valoriser toute expérience qui peut vous avoir apporté des compétences, des connaissances, des savoir-être importants. Ça rejoint en fait d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure, parce que même si vous n'avez pas forcément des expériences directement liées aux missions que vous convoitez, vos expériences passées ont pu vous apporter des connaissances, des compétences qui vont vous servir dans d'autres métiers, dans d'autres domaines. Donc sans forcément être directement lié, vous allez pouvoir valoriser en fait ces compétences-là. Également, valoriser son parcours, pour moi, c'est, à défaut de mentir, parce que ne mentez pas sur votre parcours, c'est beaucoup trop risqué. Par contre, une chose que vous pouvez faire, c'est jouer sur les perceptions que peuvent avoir les gens sur un métier, sur une organisation, sur une école. Finalement, du coup, être fier de son CV, le montrer en fait comme un peu une belle carte de visite. Je donne un exemple très concret en ce qui s'applique à mon cas. Je travaille, donc je suis chargé de mission RH et juridique au ministère de l'économie. Très clairement, j'ai jamais parlé avec le ministre de l'économie, j'ai jamais encore moins parlé avec Emmanuel Macron. Mais je sais que dans l'imaginaire des gens, le ministère de l'économie, ça incarne quand même un certain prestige. Voilà. Voilà. Et j'essaye en fait vraiment le plus possible, et j'essaierai surtout quand je chercherai mon premier contrat, de jouer là-dessus, de jouer sur cette perception-là. Et je pense que on peut en fait le faire un peu pour plein de choses, en fait, pour des associations, pour des écoles, pour des entreprises. Vous pouvez réussir comme ça à jouer sur les perceptions, les préjugés positifs en fait qu'ont les gens sur cet établissement-là. Donc ça, je pense que c'est aussi un point qui est important à souligner. Et puis finalement, le dernier point, je dirais, valoriser son parcours et son profil, c'est être fier de soi en fait. C'est être fier de ce parcours-là. C'est finalement traduire cette fierté-là par la positivité, parce que je pense qu'il y a peu de choses qui sont plus agréables pour un recruteur qui vous reçoit en entretien ou qui lit votre lettre de motivation que de voir transparaître quelqu'un qui est fier de montrer ce qu'il sait, qui est fier de montrer ce qu'il sait faire, qui est fier de son parcours, et oui, d'avoir quelqu'un en face de lui qui est fier de parler de tout ça, de partager tout ça. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est un gros plus. Si vous arrivez
j'allais dire, si vous arrivez à un entretien, mais même avant, d'avoir vraiment cette fierté-là, parce que je pense que être fier justement des qualités qu'on a développées, des compétences, de tout ce que vous avez développé tout au long de votre parcours, même avant le professionnel, être fier de tout ça, c'est quelque chose qui sera toujours apprécié dans le professionnel et qui n'a pas de prix en fait. Bien sûr, bien sûr. Si je résume ça peut-être en 3 mots sur le point que tu viens de dire, tu privilégies l'authenticité, la transparence. C'est ça. Et vraiment faire rejaillir de la passion, quoi. C'est ça, ouais. C'est vrai, on en parlait peut-être en introduction, par rapport aux soft skills et tout. D'un étudiant, en tout cas, qui sort d'un BTS, je sais pas, qui a 22 ans et d'un universitaire qui vient de finir un Master 2, on n'attend pas de lui qui nous parle de ses 5 dernières années en entreprise. On le sait. Mais il y a d'autres choses à mettre en avant, comme la passion pour le poste convoité, la transparence et vraiment, comme tu disais, ne pas mentir, surtout pas, parce qu'aujourd'hui, tout se sait. Et s'il y a une prise de référence qui est faite, c'est compliqué, ça peut nous griller. Mais voilà, être vraiment sincère et montrer qu'on a vraiment envie de rejoindre le projet. Alors, on peut envoyer une candidature imparfaite, mais je sais d'expérience que les recruteurs préfèrent quelqu'un qui a une candidature imparfaite, mais en tout cas qui est vraiment animé par le projet, plutôt que quelqu'un qui sait déjà tout faire et qui va arriver peut-être avec un peu moins d'humilité et qui va pas forcément se projeter dans le temps parce que il sait déjà peut-être tout. Donc c'est important de finir sur ce point. Voilà, soyez vous-même lors des entretiens, des candidatures, parlez de vous avec passion. Évitez, moi, alors ça c'est un point personnel que je vous recommande, évitez je dirais le canal classique, CV, lettre de motivation, je réponds à une annonce. Essayez pourquoi pas même, aller, s'il y a une entreprise qui est pas loin de chez vous, allez directement poser un CV, une candidature, essayez de discuter avec les collaborateurs sur LinkedIn. Je vous ai montré juste avant une petite démo sur LinkedIn, c'est un outil qui est hyper puissant. Vous pouvez cibler, targeter une entreprise. Vous regardez les collaborateurs, vous pouvez discuter avec les collaborateurs pour leur poser des questions. Vous pouvez directement cibler la personne qui a diffusé l'annonce d'emploi et éventuellement, avant d'envoyer votre candidature, poser quelques questions, etc. Et il y a plein de moyens aujourd'hui qui permettent justement de savoir si le projet qu'on veut faire fait sens et surtout de se démarquer de la concurrence du canal classique CV, lettre de motivation, je réponds à une offre d'emploi. Voilà. Tentez. Moi, j'ai toujours fonctionné un petit peu avec du culot et ça a fonctionné. Donc voilà. S'il y a quelque chose à retenir de ce live, c'est peut-être ça. Je finirai quand même par vous donner quelques parcours qui sont gratuits sur ma voie. Alors, est-ce que je vous ai mis le site J'ai un doute dans le chat? Je ne vous ai pas mis le site de ma voie, donc je vous le mets. Alors, c'est, vous savez, le partage d'écran que vous avez vu au départ. Allez faire votre parcours sur ma voie. Vous regarderez ce que ça peut vous apporter et quelles sont les solutions qui peuvent être adaptées à vous. Et je finirai simplement par vous montrer, je vais vous faire un petit partage d'écran. Ce sera le dernier et je vous laisse vaquer à vos occupations ensuite. Je vais vous montrer un parcours qui s'appelle Open Classroom, qui est magique pour le coup quand on n'a pas de CPF, quand on est jeune, quand on n'a pas forcément de temps à investir dans une longue formation et quand on a besoin, si on travaille à côté juste pour avoir de l'argent et en même temps qu'on veut monter en compétences, il y a Open Classroom qui est disponible justement sur ma voie en fin de parcours. Vous voyez, c'est hyper simple. Alors j'y suis, c'est là. Vous avez la possibilité de choisir un thème et de vous former. Alors là, on n'est pas sur de la vidéo YouTube. On n'est pas sur de la vidéo YouTube où on vous explique en 30 minutes comment décrocher le job de vos rêves. Non, on est vraiment dans le concret là. Vous avez plus de 500 cours en libre accès. Alors vous voyez, vous avez différents thèmes. Vous pouvez choisir les thèmes, aussi bien dans la bureautique, dans l'insertion pro que dans tout ce qui est système et réseau. La langue également. Et vous avez des cours. Alors moi, si je prends un exemple, si moi je veux faire du développement web, on va la faire simple. Voilà, vous pouvez, et pour avoir suivi certains cours, je vous dis, c'est une mine d'or. Les cours sont régulièrement mis à jour. Par exemple, vous pouvez apprendre à coder. Vous voyez, c'est une formation de 20 heures qui est entièrement gratuite, en ligne, que vous pouvez faire quand vous voulez. Vous pouvez prendre des notes à côté, faire ça à votre rythme. Si vous voulez apprendre à coder sur du langage Python, il y a plein de types de langages. Voilà, c'est 10 heures, c'est 15 heures, c'est 20 heures. C'est vraiment de la formation. C'est pas une vidéo comme ça pour sortir une vidéo. Donc, allez jeter un coup d'œil pour tous ceux qui seraient plus intéressés sur le côté insertion professionnelle. Vous avez aussi plein de super tips. Alors voilà, construire votre projet professionnel en 6 heures, comment élaborer une stratégie de recherche d'emploi en 8 heures,
Et pour ceux qui me parlent souvent de réseau, on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 65% de mémoire d'offres d'emploi qui sont pourvues grâce au réseau, que ce soit LinkedIn ou autre, ou par recommandation. Voilà, là, on vous explique en 10 heures. Donc vraiment, on va vous accompagner pour activer tous les leviers possibles pour développer votre réseau professionnel. Notamment si vous êtes débutant et vous dites, bah voilà, moi, je ne sais pas du tout comment networker, je ne sais pas du tout comment faire du réseau. On va tout vous expliquer. Donc voilà, on en a fini pour ce live. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, visiblement non. Donc, c'est parce qu'on a certainement été très clair. Et j'en suis ravi. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce live. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, donc mavoix.org, ou alors suivre l'association d'Antoine, étudiant en confinement. Je ne me trompe pas sur le nom? C'est ça, étudiant en confinement. On est un peu partout, hein, un petit peu sur tous les réseaux. Où on peut vous retrouver sur les différents réseaux? Ouais, donc notamment Twitter, c'est un peu le réseau où on est le plus actif. Donc c'est en confinement, tout attaché. Sur LinkedIn, donc étudiant en confinement. Alors on a le compte avec la page et puis avec la page société, et puis le compte un peu plus basique, on va dire. On est sur Instagram, on essaye de plus en plus de développer notre activité aussi avec des visuels pour mettre un peu justement en avant, enfin illustrer un petit peu des conseils qu'on peut donner ou enfin un petit peu plein de choses. Je vous laisse découvrir ça. Ouais, plein de ressources. C'est ça, ouais. Donc on est sur Facebook aussi. On a une chaîne YouTube où on a pas mal rediffusé d'interviews qu'on a pu faire de professionnels, par exemple, dans le cadre pour accompagner dans l'orientation des étudiants. Intéressant. Voilà. Ça. T'as une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Étudiant en confinement. C'est Étudiant en confinement sur YouTube. Voilà, donc il y a pas mal de choses alors il y a ce soit des cours pédagogiques. Alors c'est beaucoup axé sur le droit. Parce que pour les licences de droit, on a effectivement fait des sessions un peu complément, on va dire, des cours magistraux de la fac. Et puis on a aussi interviewé pas mal de professionnels aussi, surtout du droit. Donc pour accompagner, parce qu'on sait que pendant le confinement et pendant la crise, l'accès aux informations sur l'orientation était encore plus compliqué que d'habitude. Donc voilà, on avait fait ces petites interviews-là, donc vous pourrez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Et puis je pense que globalement, j'ai fait le tour. Vous pouvez nous rejoindre aussi, adhérer à l'association, c'est entièrement gratuit, c'est sur la page LOASO de l'association. Ouais. Tu peux l'écrire dans le chat ouais, l'OASO, ouais. Alors, j'ai pas le lien exact, mais c'est sûr, en fait, l'OASO, c'est un site qui regroupe plein d'assos et vous pouvez adhérer. Ok. On peut se retrouver aussi dessus. Voilà. Mais l'essentiel, de toute façon, si vous voulez avoir vraiment tous les liens, c'est sur Twitter et vous avez un lien Linktree, en fait, en biographie, où vous avez vraiment tous les réseaux, en fait, une liste vraiment exhaustive de tous les endroits où vous pouvez nous retrouver. Voilà. Et n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. C'est moi-même qui suis derrière le compte LinkedIn d'étudiants en confinement. Donc, je saurai vous répondre de la meilleure des manières. Toutes les questions. Super. Retenez une chose, hein, ils sont un peu visibles sur tous les réseaux. C'est gratuit. Oui, il y a rien à vendre à la fin. Pour vous accompagner et vous aider. En tous les cas, Antoine, merci infiniment. Merci à toi. C'est un honneur pour moi de pouvoir t'inviter sur ce live thématique. Et puis, j'espère pouvoir en faire d'autres avec toi. Et j'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions de ces étudiants. Et j'ai un petit message. Merci à toi, Sophie. Merci. N'hésite pas. Tu peux nous joindre sur les réseaux sociaux. Sur ma voix, tu peux aller sur la plateforme si tu as besoin de conseils. Tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec un orientateur qui va t'expliquer les solutions. On a plein de formations qui sont gratuites. N'hésite pas. Merci à Sophie, merci à tous les participants et je vous souhaite à tous une excellente soirée.